des caractéristiques parce qu'ils espèrent faire mieux que Bitcoin. Mais bon, ils jouent dans une autre ligue et je vais vous expliquer peut-être pourquoi je le pense. Ensuite, quelques chiffres sur l'adoption du Bitcoin dans le monde pour vous donner une idée de ce que ça représente. On parle de 300 millions de personnes dans le monde qui utilisent Bitcoin. Ça, c'était à fin 2021. C'est quand même pas rien. Si vous regardez le graphique à gauche là, là où il y a la petite flèche, je suis sur une tablette donc je ne vais pas forcément vous montrer, vous pointer ce que je veux dire, mais là où finit la ligne pleine en orange, c'est là où on est le nombre d'utilisateurs. Bon, c'est 2021, mais bon, on peut considérer aussi qu'on n'est pas très loin en 2022. On est à 300 millions d'utilisateurs et Internet avait ce statut-là en 97. La ligne blanche, en fait, c'est le taux d'adoption d'Internet entre 92 et 2006. Donc, aujourd'hui, à 300 millions d'utilisateurs, on peut considérer que c'est l'équivalent du nombre d'utilisateurs que Bitcoin avait que Internet a eu en 97. Donc, si cette adoption la continue, on risque d'avoir le milliard d'utilisateurs de Bitcoin d'ici 2024-2025. Je peux vous dire qu'avec 300 millions d'utilisateurs, le coût il est monté jusqu'à 60 000 $. Si on passe à 1 milliard, il y a de fortes chances de penser que le coût de Bitcoin à 60 000 $, c'est absolument rien par rapport à ce que ça peut devenir plus tard. Donc, Bitcoin, c'est un marché enfin, ça a cours légal dans 2 États au monde, El Salvador et la RCA. La RCA, c'est un peu problématique, mais bon, on pourra en parler peut-être une autre fois. Et puis, il y a des zones autonomes dans le monde, comme l'île de Madère au Portugal, Prospera, Berne, la ville de Berne. Tu as des provinces également en Suisse, la province du Lugano, dans laquelle les citoyens peuvent payer leurs impôts en Bitcoin. Donc, ça veut dire que c'est un cours légal de fait. Et donc, ça avance de plus en plus. On parle d'un marché de près de 1000 milliards de dollars. Donc, à son pic, en fait, le marché, la capitalisation boursière de Bitcoin avait atteint presque 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, pour vous donner un ordre d'idée, ça le place juste au-dessus de la capitalisation de tout l'argent qu'il y a dans le monde. Quand je dis argent, je parle du métal précieux. Je pense qu'il doit avoir 1000 milliards, il doit avoir 4 ou 5 entreprises dans le monde qui sont mieux valorisées à 1000 milliards. Bon, j'ai plus ça en tête, mais je pourrais vous montrer ça plus tard. Donc, je pense que c'est à 1000 milliards, c'était la 12e plus grosse capitalisation. Quand tu prends l'or en circulation dans le monde, toutes les places boursières, quand tu prends l'immobilier, parce que l'actif le plus, euh, l'actif qui est le plus valorisé au monde, c'est l'immobilier. Je ne sais plus exactement ça fait combien, mais c'est ça qui est l'actif le plus valorisé. Ensuite, c'est les places boursières. Et puis, bref, après, j'ai plus exactement le classement en tête, mais c'est pour vous donner une autre idée. Donc, tu as de plus en plus d'entreprises cotées en bourse, notamment, qui ont converti une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Je pense à MicroStrategy, Tesla, qui sont des entreprises cotées, de grandes entreprises. En fait, ces entreprises-là je vais faire référence à l'interview de Michael Saylor, qui est le PDG de MicroStrategy. Il a dit ceci. Il dit, quand je garde ma trésorerie en dollars, je la vois comme un glaçon qui fond du fait de l'inflation. Je ne sais pas si vous percevez ce que c'est que l'inflation, en fait. Quand on dit qu'il y a une inflation de 6% par an, ça veut dire que tous les ans, si tu avais 100 dollars, le pouvoir d'achat de ces 100 dollars baisse de 6% tous les ans. Et c'est une baisse qui est irrémédiable, en fait. Tu ne vas jamais les regagner, ces 6%. C'est ça, l'inflation. Donc, pour se protéger de l'inflation, ils ont préféré convertir une partie de leur trésorerie en Bitcoin et les garder. Parce que statistiquement, Bitcoin a montré en 13 ans que ça prend de la valeur. Ça prend en moyenne 150 à 200% par an, même si ça se crache souvent. Mais sur le long terme, ça prend de la valeur. C'est pour ça qu'il faut éviter d'essayer de timer le marché, acheter, revendre, spéculer, machin et tout. Si tu t'intéresses à Bitcoin, que tu veux l'expérimenter, achète-en et garde ça sur du long terme. On va en parler plus tard des différentes stratégies d'exposition à Bitcoin. Et pour moi, c'est la meilleure. C'est acheter Bitcoin sur du long terme. Tu t'en fous du cours. Ça s'appelle du DCA, mais on pourra en parler plus tard. Bitcoin a, permis 13 000 milliards de dollars de transactions en 2021. Ça fait 1,2 fois le montant des transactions sur le réseau Visa. Bitcoin a surpassé Visa en termes de
valeur des transactions qui ont été réalisées en 2021. C'est vous dire que c'est en train de monter. Et si vous regardez en 2022, là, en juillet déjà, Bitcoin avait atteint 17 000 milliards de dollars. Donc, on est parti pour exploser le record de 2021. On aura encore plus de transactions qui sont réglées en 2022. Et il ne vous aura pas échappé qu'on est on est dans une période où le cours du Bitcoin s'est écrasé. Il a baissé jusqu'à 20 000 dollars, mais ça n'empêche que les gens continuent d'utiliser Bitcoin parce que l'intérêt du Bitcoin, c'est pas son cours. On n'a pas créé Bitcoin pour que ça vale 20 000 dollars, 20 000 dollars ou que ça vale 15 000 dollars. Non, non, non. Bitcoin a été créé pour permettre des échanges sans intermédiaire de confiance. Et des gens qui se retrouvent dans des configurations où ils ont besoin de ces caractéristiques de Bitcoin là, ils utilisent Bitcoin pour faire leurs transactions et c'est ce qui fait sa valeur, c'est ce qui fait que de plus en plus de personnes en achètent et plus il y a d'acheteurs, plus le cours il monte. Aujourd'hui, toutes les grandes banques au monde ont changé leur avis, ont changé de casquette vis-à-vis de Bitcoin. Vous verrez dans la presse, j'ai fait ce montage sur mes réseaux sociaux, vous pourrez regarder. Des déclarations de Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup et même BlackRock récemment. Ils disaient tous que Bitcoin, ça sert au blanchiment d'argent. Bitcoin, c'est rien, ça ne vaut rien. Bitcoin, ça sert au terrorisme. Bitcoin, c'est une pyramide de Ponzi. Bitcoin, c'est une arnaque. Aujourd'hui, en 2022, toutes ces banques-là proposent des services de Bitcoin, d'achat et de vente de Bitcoin à leurs clients. Donc, pour ceux qui pensent que ça ne vaut rien, il faut se dire, il y a peut-être moyen de creuser si ces gars-là ont changé radicalement leur position vis-à-vis de ça. Peut-être que je ferais mieux de me reposer la question et de creuser le sujet un peu plus sérieusement. Et puis, Bitcoin est de plus en plus accepté dans des points de vente pour des échanges. Un aperçu de l'adoption de Bitcoin en Afrique, vous verrez sur le tableau de gauche, là, ce que je disais en 2021, le Nigeria était considéré comme le pays au monde qui avait le plus fort taux la plus forte proportion de la population qui a utilisé Bitcoin ou des crypto-monnaies, selon certaines études. Vous verrez que par exemple au Kenya, on parle de 9% de la population qui détient du Bitcoin. En Afrique du Sud, c'est 7% de la population. Au Nigeria, 6%. Mais c'est quand même 13 millions de personnes. Le Ghana, 3%. On a quelques statistiques pour les pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Le Togo, on parle de 1,59% de la population. En Côte d'Ivoire, c'est 1,36% d'après les statistiques qu'on avait à l'époque. Ça, c'est des statistiques de 2021. Et puis, ça vaut ce que ça vaut. Ce sont des statistiques, des estimations, pardon. Maintenant, je veux aborder peut-être quelques critiques de Bitcoin et en quoi ces critiques-là sont infondées ou tout simplement fausses. J'en ai évoqué quelques-unes. Il y en a certaines qu'on n'a pas eu l'occasion de partager. Oui. Juste une question. On en a encore combien de slides Ah ouais. pour permettre aux parties pense qu'on y est. Ok. On en a plus. Je fais vite. Je fais vite. Donc la critique comme quoi Bitcoin c'est une bulle. Ça, on le dit à chaque fois que le cours du Bitcoin explose ou il se casse la gueule. Si vous regardez là, quand Bitcoin en 2011, ça valait 1 dollar, on trouvait que c'était une bulle. Quand ça valait en 2013 200 dollars, on trouvait que c'était une bulle. Quand en 2017, ça valait 19 000 dollars, c'était une bulle. Quand en 2021, ça valait 69 000 dollars, on trouvait que c'était une bulle. À chaque fois, il y a eu des corrections fortes du cours, mais le cours ne fait que monter. Si vous regardez là, c'est la courbe du cours de Bitcoin à travers les années. Et quand vous regardez sur le long terme, ça ne fait que monter. C'est vrai qu'il y a de violentes corrections. Donc, c'est allé là. Là, je pense que c'était quand c'était à 19 000, je ne sais plus trop. Ça chutait fortement. Mais au fil du temps, ça a retrouvé son cours et ça l'a même dépassé cet ancien cours plus haut. Et cette année, enfin, ce mois, je pense qu'on est dans cette configuration où ça va atteindre 69 000. Là, c'est redescendu à 20 000. Mais enfin, il y a de très fortes chances, parce qu'on n'est pas devin. Après, on ne peut pas dire les choses avec une certitude absolue, mais il y a de très fortes chances que l'adoption du Bitcoin ne faisant que continuer, sa demande va augmenter et son coût va très certainement dépasser les 69 000 dollars
qu'il a atteint l'année dernière. Ça va mettre peut-être 2 ans, ça va mettre peut-être 3 ans, mais ça va le dépasser. Ça, il y a de fortes chances. Ensuite, la volatilité du Bitcoin. Ça, on entend beaucoup aussi. Bitcoin est volatile. En fait, il faut comprendre une chose. On peut pas aspirer, on peut pas être un actif qui est passé de zéro à plusieurs centaines de milliers de dollars de valorisation sans passer par une forte volatilité. C'est impossible, en fait. Donc, faut, la volatilité, c'est pas un inconvénient, c'est une étape indispensable. Mais tout porte à croire que cette volatilité-là, elle baisse à travers le temps. Mais ça, c'est pas tout porte à croire, c'est un fait. La volatilité de Bitcoin baisse à travers le temps. Mais c'est surtout que cette volatilité-là aura tendance à s'estomper. Plus Bitcoin aura un gros poids sur le marché financier. Autre chose, pensez que Bitcoin ne peut être, on ne peut utiliser on ne peut faire des transactions Bitcoin que par Internet. C'est pas vrai aujourd'hui. De plus en plus de Bitcoin peut être diffusé à travers des ondes radio, le satellite. Il y a même des papers, on peut même faire des papiers Bitcoin. Donc c'est des clés qu'on met sur un papier. Si tu transmets ce papier à quelqu'un, la personne est propriétaire des bitcoins en question. Donc, on peut transmettre des bitcoins même par SMS. Et à ce titre-là, il y a une start-up sud-africaine qui s'est lancée dessus il y a quelques semaines. Ça s'appelle Machankura. Je pourrais vous montrer ça un peu plus tard. Des gens qui arrivent à faire des transactions Bitcoin avec des codes USSD, un peu comme on le fait avec le mobile money. Donc aujourd'hui, enfin, faire des transactions avec des USSD, c'est une spécificité de l'Afrique. Comprenez que les gens qui utilisent Bitcoin dans les pays développés, ce n'était pas leur problème de se pencher dessus. C'est aux Africains de s'approprier la technologie et de bâtir dessus des outils, des applications qui facilitent l'usage de cette technologie par les populations ivoiriennes en fonction de leur spécificité. Et c'est là qu'il y a un terrain de jeu qui est immense pour les entrepreneurs, les startups africaines, à mon sens. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'en parle sur mon podcast, entre autres. Une autre critique, c'est que Bitcoin sera banni et que bientôt on n'entendra plus parler de ça. Bon, tu as la Chine quand même, qui est la deuxième puissance mondiale, qui a, comment dire ça, ça s'appelle qui a le parfait Internet le plus puissant au monde. Donc en Chine, il y a des sites Internet auxquels tu ne peux pas accéder. Donc ils ont une maîtrise d'Internet sur leur territoire. Malgré ça, et l'interdiction, les Chinois continuent d'utiliser Bitcoin. C'est pour vous dire, la Russie, récemment, après avoir accepté le Bitcoin dans une certaine configuration, ils ont fait volte-face et ont décidé de bannir Bitcoin, d'en interdire l'utilisation. Les gens continuent d'utiliser. On a parlé du ban au Nigeria, ça n'a rien changé. Au contraire, ça a emmené les populations à s'y intéresser et à l'utiliser plus. C'est pareil en Inde où il y a eu un ban du Bitcoin, mais ça n'a pas eu d'effet. Je pense que ça, c'est la dernière slide. Donc, je vais essayer de vous dire rapidement pourquoi je considère que toutes les autres crypto-monnaies sont sans intérêt pour moi. Et pour l'illustrer, je vais parler de ce qu'on appelle le trilemme des blockchains. Ça a été développé par des penseurs, là, notamment un certain Vitalik Buterin qui a créé une autre blockchain qui s'appelle Ethereum, qui est très connue, qui est la deuxième plus grosse blockchain. Je pense que je déborde un peu dans le temps, Prince. Excuse-moi, j'espère que vous m'excuserez. Il reste encore quelques trucs et puis on va finir. Le trilemme des blockchains, en fait, il a théorisé ce qu'on appelle, Vitalik Buterin, il a théorisé ce qu'on appelle le trilemme des blockchains. Donc, en fait, c'est en 3 rôles, 3 fonctions que les blockchains doivent pouvoir faire. Mais aucune blockchain n'arrive à les faire, ces trois rôles en même temps. Donc, ces 3 rôles-là, c'est d'abord la décentralisation. La décentralisation, c'est le fait qu'il n'y a aucune entité centrale. Donc, il n'y a aucune entreprise ou fondation ou gouvernement qui a le contrôle sur la blockchain. La deuxième chose, c'est la sécurité. Donc, la sécurité, en fait, c'est la capacité de la blockchain à résister aux attaques et aux pannes ou erreurs.
C'est ça la sécurité. Et puis le troisième triptyque, là, c'est la scalabilité. Scalabilité, c'est un mot savant qui fait référence à la vitesse de la blockchain. Donc, c'est la capacité de la blockchain à supporter un grand nombre de transactions, disons, sans perdre en performance. C'est ça. Donc, Bitcoin, en fait, ça a été la première fois qu'une technologie permettait de résoudre le problème de la décentralisation et de la sécurité en même temps. Même 13 ans après sa création, là, et malgré les attaques dont on a parlé, là, et les attaques du système financier actuel, il y a une attaque dont je n'ai pas parlé, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est l'attaque écologique. Donc, dire que Bitcoin détruit la planète. C'est l'attaque ESG. Bon, je n'ai pas forcément le temps de m'étaler dessus, mais c'est quelque chose aussi qu'on a senti passer. Donc, malgré tout ça, Bitcoin demeure décentralisé et complètement sécurisé. Donc, zéro hack en 13 ans. Le réseau est suffisamment décentralisé, il n'y a aucune entité qui la contrôle. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Dans Bitcoin, il y a principalement deux éléments dans son design en fait qui permettent d'atteindre ces deux objectifs-là. Bon, la première chose, c'est la taille des blocs. Je vous ai présenté un peu les blocs, c'est les composants de la blockchain, là. Donc un bloc, tu as des transactions dedans. Donc Bitcoin a décidé délibérément de maintenir les blocs petits. Donc ça fait que la blockchain a une taille raisonnable. Aujourd'hui, la blockchain Bitcoin, c'est environ 400 gigas, entre 400 et 500 gigas. Donc, le programme Bitcoin, ça peut être installé sur n'importe quel PC. 500 gigas, c'est quelque chose de raisonnable. C'est pour ça qu'il y a autant de nœuds. Des nœuds Bitcoin, il y en a des dizaines de milliers dans le monde. Et c'est ça qui fait que Bitcoin est inarrêtable. Le seul moyen d'arrêter Bitcoin, c'est de couper Internet partout dans le monde, ce qui est techniquement impossible. Tant qu'il y a un nœud qui tourne, Bitcoin continue de fonctionner. C'est ça la puissance de la décentralisation. Donc, la première chose qui permet, enfin, la chose qui permet la décentralisation, c'est ça, la taille des blocs qui a été limitée. Et donc, n'importe qui peut installer le nœud. Et puis, la deuxième chose, c'est l'usage d'une énorme quantité d'électricité pour sécuriser les réseaux. Je vous ai dit, parmi les nœuds, il y a des gens qu'on appelle les mineurs, ce sont des nœuds spécialisés qui ont pour rôle de créer les blocs. Et pour créer les blocs, ils doivent résoudre des équations cryptographiques là, qui demandent beaucoup, beaucoup de puissance de calcul. Donc, tu as des ordinateurs qui tournent sans cesse et qui consomment énormément d'énergie. Et cette quantité d'énergie qui est astronomique, ça présente en fait, c'est ça qui assure la sécurité du Bitcoin. Parce qu'il n'y a personne qui peut mobiliser une telle quantité d'énergie pour attaquer le réseau. C'est ça qui est le rempart de la sécurité du réseau Bitcoin. Donc, ce sont ces deux éléments-là. Donc, pour permettre à ces deux éléments-là, enfin, et à tous les autres éléments de fonctionner correctement, Bitcoin a fait le choix de limiter la vitesse à 5 à 7 transactions par seconde. C'est ça la vitesse de Bitcoin. Donc, la fameuse scalabilité là, que Bitcoin n'arrive pas forcément à atteindre. Et je précise, c'est sur sa couche, son layer 1, sa couche, on l'a dit, on-chain. Si vous vous rappelez du Lightning Network. Lightning Network a permis de résoudre ce problème-là en gardant la sécurité et la décentralisation de Bitcoin. Donc je disais, Bitcoin a fait le choix de limiter sa vitesse à 5 à 7 transactions par seconde, mais également a fait le choix de limiter la programmabilité sur la blockchain. Et donc, pour rappel, le protocole, là, il est open source, de sorte que tout le monde peut l'auditer, n'importe qui peut le copier, le modifier, changer des paramètres, le désigner comme il veut, puis dire c'est la nouvelle blockchain et tout. Donc, cette opportunité-là, donc pour ces deux points de faiblesse, j'ai envie de dire, de Bitcoin, là, ça a été l'opportunité qu'ont saisi toutes les autres blockchains qui ont commencé à prétendre faire mieux que Bitcoin. Donc, tu as des entreprises, des startups, des développeurs qui ont levé des fonds, qui se sont lancés dans une course effrénée à la création d'un meilleur Bitcoin. C'est ça, les alternatives coins. C'est en 2013, je pense que le premier altcoin a été créé. Bitcoin a été créé en 2009. À partir de 2013, tu as eu la course à qui va créer la meilleure blockchain. Et c'est ça qu'on appelle les cryptos. Toutes les cryptos que vous voyez, les alternatives coins, ce sont des blockchains de gens qui se sont dit, je vais faire mieux que Bitcoin, je vais faire quelque chose qui sera plus rapide que Bitcoin, qui sera programmable. C'est le pari, la promesse d'Ethereum, c'est
smart contract, c'est la blockchain qui va permettre de déployer des applications décentralisées. Vous verrez Solana qui dit qu'elle a la blockchain la plus rapide, Flux, Cardano, machin, tout. Il y en a 20 000. Je ne sais pas si vous en rendez compte. On parle de 20 000 blockchains qui ont été créées actuellement. Hein, il y en a 20 000 qui toutes prétendent vouloir détrôner Bitcoin et vouloir faire mieux que Bitcoin. Mais le problème, c'est que toutes ces blockchains-là qui vont te dire qu'elles font des smart contracts, des NFT, de la finance décentralisée, du metaverse, tout ça, ce sont des termes marketing qu'on entend partout. Hein. Toutes ces blockchains-là ont fait des compromis. Elles ont sacrifié soit la décentralisation, soit la sécurité, souvent même les deux, pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc ces blockchains-là se retrouvent en fait dans le long terme, au fil du temps, trop centralisées. Donc, tu as généralement une fondation ou un petit nombre de personnes là, ou de nœuds qui prennent les décisions pour tout le monde. Donc, ils peuvent décider de façon unilatérale de changer les choses, de modifier des trucs. Ou ces blockchains-là deviennent vulnérables au hack ou au pan. Vous avez entendu parler de Luna. C'est une blockchain qui a promis une chose. Ils disent, on va faire des stablecoins décentralisés. Ils ont été attaqués. Leur stablecoin a perdu le peg parce que stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui a la même valeur, qui réplique la valeur d'un bien. Stablecoin, enfin, eux, ils ont décidé de répliquer la valeur du dollar. Donc, ils ont une crypto-monnaie qui réplique la valeur du dollar. Une unité de cette crypto-monnaie vaut $1. Ils se sont fait attaquer. Leur crypto-monnaie a perdu le peg au dollar et la crypto-monnaie était foutue. Les gens ont perdu des dizaines de milliards de dollars, enfin de millions, pardon, je ne sais même plus, dans cette blockchain, dans cette crypto, qui était, je pense, numéro 4 ou numéro 5 dans le classement des cryptos. Et toutes les cryptos finissent comme ça. Elles perdent en décentralisation, elles perdent en sécurité. C'est pour ça que j'estime que Bitcoin, déjà, ne joue pas dans la même catégorie que ces cryptos-là, et je conseillerais à personne d'y aller parce que c'est jouer avec le feu, c'est gambler avec des gens qui sont beaucoup plus forts parce que c'est rempli de traders, c'est rempli de gens qui ont des insider information et qui, à un moment ou à un autre, sortent du marché et ça dump le prix des cryptos, le coût plonge, les gens perdent leur argent et des histoires comme ça, il y en a des centaines, des dizaines de milliers, j'ai envie de dire. Vous pouvez regarder, je vous filerai un site internet qui recense toutes les crypto-monnaies qui se sont cassées la gueule, ça s'appelle le cimetière des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on a plus de 20 000 cryptos. La majorité de ces cryptos-là, qu'on se dise la vérité, sont des scams. L'autre partie, ce sont des projets qui foirent sur le long terme, sur le moyen long terme, parce que techniquement, ils n'y arrivent pas, ou parce que ça devient trop centralisé et que les gens prennent des décisions merdiques qui entraînent la chute de ces cryptos. Donc ça, pour vous donner un petit exemple, ça c'est le classement des cryptos depuis 2015 jusqu'à 2022. Vous verrez, à partir de la place numéro 2, toutes les cryptos là se remplacent les unes par rapport aux autres. Et si vous regardez bien, vous verrez que au fil du temps, elles finissent par disparaître du classement. Elles finissent toutes par disparaître du classement parce qu'elles se cassent la gueule, parce que le cours baisse, parce que ça devient un gros n'importe quoi. Ça, c'est un petit aperçu des hacks, parce que finalement, toutes ces blockchains-là finissent par être hackées. On parle de 4 milliards de dollars sur Ethereum. Enfin, c'est pas directement Ethereum, mais c'est d'autres blockchains, c'est les bridges d'Ethereum généralement qui sont hackés. Ça arrive tout le temps. Et Ethereum, on pourra en parler une autre fois, mais bon. Vous voyez là des montants qui sont considérables de hacks qui sont survenus sur ces autres blockchains qui promettent monts et merveilles. Et moi, personnellement, je ne conseillerais à personne, en tout cas pour ceux qui débutent, de s'aventurer sur ces blockchains. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bon, je vais passer rapidement sur cette slide-là. Je pense qu'en avoir terminé. Donc, s'il y a des questions, on va se poser et puis essayer d'y répondre rapidement. Prince, je te laisse gérer cette partie. Oui. Merci beaucoup, Prince, pour cette brillante présentation. Chers amis, on laisse place aux questions. Il y en a un certain nombre déjà dans le chat. Donc, je prends déjà la première question qui était
est-ce que c'est légalement reconnu, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire? Est-ce que le Bitcoin est légalement reconnu, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire? Comment les impôts sur les transactions se font? Alors, la question des impôts, bon, c'est relativement facile. Enfin, pas relativement facile. Je veux dire, quand un vendeur propose un bien à l'achat, il intègre la TVA. Donc, le prix qu'il affiche, c'est avec la TVA. Donc, après le moyen de règlement, que ce soit en dollars, que ce soit en euros, que ce soit en crypto-monnaie, il est censé y avoir de la TVA. Donc, lui, il est censé récolter la TVA et la reverser. Donc, ça pose pas de problème, en fait, que des achats soient faits en Bitcoin. Maintenant, après, il y a la question, effectivement, de la légalité. J'ai une carte là que je voulais vous montrer. Je suis pas sûr de pouvoir la retrouver. C'est une carte qui montre en fait, je l'ai plus là, je l'ai plus sous la main. Mais en gros, ça montre l'état des lois sur Bitcoin dans les pays africains. Et donc, tu as un pays en Afrique dans lequel Bitcoin a cours légal, c'est la République centrafricaine. Tu as d'autres pays dans lesquels c'est autorisé. Donc, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya, si je dis pas n'importe quoi. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 là. Et puis, la plupart des autres pays, tu as les pays où c'est banni, comme le Nigeria. Les pays d'Afrique du Nord, je pense Maroc, Algérie, Tunisie, c'est complètement banni. Et puis, dans les autres pays, c'est implicitement banni. Mais bon, les gens l'utilisent et puis ça pose pas plus de questions que ça parce qu'il y a un flou juridique, parce que les gars ils ne savent pas trop quoi en faire, ils ne savent pas trop par quel bout le prendre parce que je rappelle que même les pays occidentaux jusqu'à présent n'ont pas encore totalement statué sur Bitcoin. Et je peux vous dire il y a une différence claire d'approche entre les pays européens, comment ils approchent la réglementation de Bitcoin et les États-Unis. Les Européens veulent contrôler totalement, en train de créer un cadre hyper restreint autour des crypto-monnaies qui, entre autres, fait fuir les entrepreneurs dans le domaine de l'Europe. Les États-Unis sont plus en mode bac à sable. Donc, et ça, c'est une philosophie, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec l'Internet. Si vous prenez comment les États-Unis ont approché Internet, ils se sont dit, on laisse nos champions se développer dessus avant de réguler. Et ça a créé ce qu'on voit actuellement, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, machin, tout qui sont aujourd'hui des mastodontes de l'industrie Internet. Et maintenant, ils s'appuient sur eux pour réguler le monde entier. Pendant que les Européens, eux, ont créé un super cadre qui était hyper restrictif, finalement, il n'y a aucune entreprise en Europe qui gère le bidule. Donc, ils sont obligés de, par exemple, pour la question de taxes, là, euh, d'utiliser des manœuvres, j'ai envie de dire, minables pour essayer de recouvrer les impôts, les taxes des sociétés américaines. Là. Elles font des chemins chelous aux États-Unis ou dans des paradis fiscaux et l'Europe n'a pas la possibilité de contraindre ces entreprises parce qu'elles sont plus européennes. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec les cryptos. Les États-Unis permettent à leurs champions d'être en train de se développer dans le domaine. L'Europe est en train de créer un cadre, mais il n'y aura personne à qui ça va s'appliquer. L'Afrique, j'imagine, les pays d'Afrique francophone, j'imagine qu'ils attendent la réglementation européenne pour la copier. C'est un peu la mauvaise foi ce que je dis là, mais bon, ça peut aider. Ok, merci beaucoup. Prends la seconde question. Et comment se passent matériellement les transactions achat-vente de Bitcoin? Bon, je pense que ça, on a répondu. Bon, tu as répondu, mais tu peux revenir là-dessus. Comment se Oui, passent matériellement les transactions achat-vente de Bitcoin? Et alors, puis, Bitcoin et Darknet, y a-t-il des liens? bon, j'en ai parlé un peu dans la présentation. Hein. Pour répondre à la seconde question là, sur le darknet du Bitcoin, c'est établi aujourd'hui qu'il y a très peu de Bitcoin qui sont, enfin, les transactions illicites en Bitcoin, ça représente un montant, un pourcentage insignifiant. Donc, arrêtez de penser ça. Je pourrais partager à tout le monde justement des informations dessus. Et j'en profite justement, je voulais vous partager les réseaux sociaux de mon podcast. Je vous invite à le suivre. Je balance des informations très souvent sur
Je viens de le mettre dans le chat, des informations sur l'avancement de Bitcoin, sur l'actualité de Bitcoin, et puis je reçois des entrepreneurs, comme je le disais, du domaine. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à aller écouter les épisodes. Notamment, on parle de plein de choses intéressantes. Maintenant, pour répondre à la question de où acheter du Bitcoin. En fait, c'est sur les plateformes d'échange, j'en ai parlé, mais je préfère, Prince, si tu veux bien, peut-être programmer un autre call. Moi, enfin, l'objectif que je voyais de cette discussion, c'était de vous présenter Bitcoin. Vraiment que chacun se fasse son opinion, une opinion motivée sur Bitcoin. Maintenant, si vous voulez en acheter ou en posséder, on pourra faire un autre call dans lequel on va parler de acquisition et sécurisation de Bitcoin. Ça, c'est hyper important parce qu'il ne s'agit pas que d'en acquérir, il faut sécuriser. Et il y a beaucoup de bonnes pratiques à adopter dès le début et les gens ne les ont pas forcément, ces pratiques-là. Je vous dis une chose, par exemple, les gens pensent que le seul moyen d'avoir du Bitcoin, c'est de l'acheter. Mais non, il y en a trois. Tu peux aussi vendre des biens et services en Bitcoin. C'est un moyen d'acquérir du Bitcoin aussi. Il y a le minage. Ça, c'est un moyen que je ne conseillerais pas à des nouveaux. Mais on pourra rentrer dans le détail de comment acquérir des Bitcoins, sur quelle plateforme acquérir, et surtout comment sécuriser ces Bitcoins. Parce qu'il ne faut jamais laisser ces Bitcoins sur les plateformes d'échanges comme Binance, Kraken, machin et tout. Il faut toujours garder la conservation, la propriété de ces bitcoins en les mettant sur des portefeuilles. Et pendant ce call-là, je vais essayer de vous expliquer le concept. C'est quoi un portefeuille? Comment est-ce qu'on peut sécuriser son portefeuille? Comment est-ce qu'on doit conserver son bitcoin? Comment on peut faire des échanges? Ok, merci. J'ai une autre question. Que se passe-t-il si les 21 millions de bitcoins sont totalement acquis et qu'il y a toujours des personnes qui en veulent? Excusez, je pense qu'il prend un coup de... Oui, pardon. La question, c'était qu'est-ce qui se passe si les 21 millions de bitcoins sont totalement acquis? Donc ça, c'est une très bonne question. Et qu'il Les y a toujours... 21... Oui? La question, c'est que se passe-t-il si les 21 millions de bitcoins sont totalement acquis et qu'il y a toujours des personnes qui en veulent? Ok. Donc déjà, la question des 21 millions, les 21 millions ne seront créés qu'en 2140. D'après comment dire ça, le mode d'émission des bitcoins, c'est en 2140 que tous les 21 millions seront créés. Donc, je pense qu'il n'y a personne dans le space là, qui sera encore en vie pour le voir si Bitcoin existe toujours. Ça, c'est la première chose. Maintenant, bah, les gens vont s'échanger les bitcoins qui existent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as environ 40% des bitcoins qui circulent dans l'économie. Les hodlers, ceux qui conservent le bitcoin, c'est environ 60%. Les autres, c'est des bitcoins qui circulent dans l'économie. Soit ceux qui font du trading, donc qui vendent, achètent des bitcoins, soit ceux qui font des transactions au day-to-day. Quand tu prends ce qui se passe au Salvador, les populations utilisent le bitcoin pour leurs échanges. Tu as envie d'acheter des vêtements, tu pars, tu échanges du bitcoin. De la même manière, ton employeur peut te payer ton salaire en Bitcoin. Donc, ça circule en fait dans l'économie. Et aujourd'hui, les gens sont réticents à vendre leur Bitcoin, enfin les hodlers, parce qu'ils se disent que ça va avoir de la valeur. Mais tout le monde a un horizon d'épargne. Et ça, c'est une question qui vient souvent. Ah, mais si tout le monde hold ses Bitcoins, finalement, comment ça va se passer? Tout le monde a un horizon d'épargne. On épargne pour un projet, on épargne pour des études, on épargne pour acheter une maison, on épargne pour voyager. Donc, tous ceux qui au-delà, à un moment, ils vont dépenser leur Bitcoin, soit en le convertissant en monnaie fiduciaire, si ce qu'ils veulent ne peut pas s'acheter en Bitcoin, soit en dépensant les Bitcoins directement. Donc, ça circule et ça continuera de circuler avec une intensité plus forte au fur et à mesure qu'il y aura de l'adoption. Donc, pour moi, ça, c'est pas forcément un problème, en fait. C'est quelque chose qui a se décanter tout seul. Ok. Il y a plus de questions dans le chat. Donc, je pose, est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient des questions? Je regarde sur le... Ah, je crois qu'il y avait des questions qui avaient été posées. Je vais m'assurer qu'on ne les a pas parcourues. Merci. Ok, d'accord. Ouais, le temps que tu trouves des questions, je vais peut-être vous présenter rapidement ce graphique-là.
je parlais des altcoins. Ça, c'est un graphique qui montre euh, tous les altcoins qui ont figuré dans le top 10 des crypto-monnaies entre 2013 et 2022. Donc, c'est toutes les crypto-monnaies qui, à un moment, ont figuré dans le top 10. Et combien de temps ces crypto-monnaies-là sont restées dans le top 10? Vous verrez qu'il y en a 73 des crypto-monnaies. Et ça, je le dis dans un tweet. Là, je suis très actif sur Twitter. Donc, ceux qui sont sur Twitter, vous pouvez me follow. Je balance très souvent des informations sur Bitcoin. Donc, tu as 73 crypto-monnaies qui sont apparues et sorties du top 10 entre 2013 et 2022. En moyenne, en fait, 50 semaines. Ces crypto-monnaies-là font 50 semaines dans le top 10 avant de retomber pour une raison ou une autre. Soit parce que il y a un hack, soit parce que les gens se désintéressent de cette crypto-monnaie, le cours il chute violemment. C'est entre autres pour ça que, franchement, c'est pour quelqu'un qui, euh, qui valorise son argent, j'ai envie de dire, et qui n'est pas à l'affût d'un chemin pour se faire de l'argent rapidement, reste sur la valeur sûre, achète du Bitcoin, achète-en régulièrement une petite portion sur ton épargne. Faut pas vendre sa maison pour acheter Bitcoin, faut pas prendre des prêts pour acheter Bitcoin, c'est juste idiot de le faire. Permettez-moi l'information. L'expression, mais bon, il y a des gens qui ont une foi folle dessus et qui font ça, mais bon, c'est quelque chose que je ne conseillerais à personne. Moi, je considère Bitcoin, je pense l'avoir dit, comme de l'épargne. Tu as une épargne, tu consacres une partie de ton épargne, petite partie, dépendamment de comment tu comprendras le truc et puis comment tu seras à l'aise avec, tu pourras peut-être augmenter la quantité de ton épargne que tu utilises, mais achète-en une petite partie. D'abord pour essayer. Tu peux acheter 5000 francs de Bitcoin, hein, c'est absolument envisageable. Tu achètes 5000 francs de Bitcoin, tu commences à faire joujou avec, à t'habituer à comment ça marche, comment on transfère des Bitcoins à quelqu'un, machin et tout. Et puis tu suis l'actualité. Au fur et à mesure que tu comprends le truc et que tu es convaincu, tu en achètes un peu plus et puis tu gardes. Mais faut éviter de acheter du Bitcoin pour vouloir le revendre la semaine prochaine et puis espérer faire du bénéfice. Franchement, c'est casse-gueule. Le cours là, on ne peut pas le prédire. Donc, faire du trading sur Bitcoin, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée, surtout pour des gens qui débutent dedans. L'idée, c'est d'en acquérir. Enfin, quand tu es convaincu, tu en acquiers et tu le gardes sur une longue période, sur 2, 3, je vais même pas dire, sur 3 à 5 ans. Et là, on est quasiment sûr, en tout cas statistiquement, que le coût se sera apprécié et bien apprécié. Ok, merci. Donc, je te pose d'autres questions. Euh, il y a quelqu'un qui a posé une question disant qu'est-ce qui, on va dire, pratiquement expliqué la chute du cours du Bitcoin Ah oui, ces derniers et comment s'en prémunir? oui, ça c'est une très bonne question aussi, je l'ai vu dans le chat. Alors, en fait, la chute du cours du Bitcoin, c'est dû au contexte macroéconomique, la chute du cours du Bitcoin. Si vous regardez, la chute a débuté quand les chiffres de l'inflation ont commencé à être annoncés aux États-Unis. Je pense que c'était en avril ou mai, avec des chiffres catastrophiques. Ce qui s'est passé, c'est que vu que le chiffre de l'inflation était très élevé, au-dessus de ce qui était prévu, les banques centrales, pour maîtriser l'inflation, ont commencé à relever les taux directeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, les banques centrales qui relèvent les taux directeurs? Ça veut dire que les banques commerciales seront obligées d'augmenter les taux d'intérêt des prêts. Ça veut dire en gros que ce sera plus compliqué pour les particuliers, les entreprises d'emprunter de l'argent. Donc ça veut dire qu'il y aura moins d'argent en circulation sur les marchés boursiers, sur les places financières. Moins d'argent en circulation. Entre-temps, on est dans un contexte où il y a de l'inflation. Les gens font face à des charges beaucoup plus grandes de loyer, de dépenses, de déplacements, machin et tout. Donc, les comment dire ça? Les, les individus sur les marchés financiers se sont mis à vendre en fait
tout ce qu'ils avaient comme actifs risqués. Ça veut dire la crypto, ça veut dire les actions des sociétés technologiques, et vous verrez que tous les actifs quasiment se sont cassés la gueule, se sont écrasés dans cette période-là. Donc, c'est parce qu'il y avait moins d'argent. Donc, en gros, c'est la liquidité qui a sérieusement baissé dans le monde, disons, sur les places boursières. Donc, les gens se sont mis à vendre. Et je pense avoir dit, quand il y a beaucoup de personnes qui vendent, le cours, il baisse. Donc, c'est ça, en fait. Euh, Bitcoin le cours il a chuté parce qu'il y avait moins de liquidité sur les marchés, mais c'est pas dû c'est pas dû spécifiquement à Bitcoin. Il y a un contexte. Maintenant, il y a des éléments aussi qui sont spécifiques aux cryptos. Je pense notamment à la chute de Luna, qui est une crypto qui promettait, je pense, j'en avais parlé là, qui promettait un stablecoin qui finalement a été attaqué, ça a perdu sa valeur. En temps, Luna avait acheté beaucoup de bitcoins. Je pense qu'ils avaient 80 000 bitcoins, un truc comme ça. Donc, quand ils se sont retrouvés dans la tourmente, ils ont commencé à vendre leur bitcoin massivement. 80 000 bitcoins qui se vendent sur le marché, ça a forcément un impact sur le cours. Donc, ça contribue à accentuer la chute du cours du bitcoin. Mais je dis, et je le répète, le cours du bitcoin qui chute, qu'il ait chuté, ça n'a absolument pas entamé les fondamentaux de Bitcoin, à savoir, c'est un réseau décentralisé qui n'a pas de censure et dont les échanges se font en pair à pair, sans intermédiaire de confiance et à bas coût. Donc, ça n'a absolument pas empêché que le nombre d'utilisateurs de Bitcoin continue de grandir, même quand le cours est chuté. Ça n'a pas empêché que le nombre de wallets qui détiennent plus de Bitcoin a augmenté. Ça n'a pas empêché que la puissance de calcul du Bitcoin, donc qui assure sa sécurité, continue d'augmenter. Ce n'est qu'il y a quelques semaines là, que ça a commencé à baisser, vu que ça devenait moins bénéfique pour les mineurs de continuer de miner. Donc, il y en a beaucoup qui ont débranché leur machine, mais ça n'a pas altéré la sécurité du réseau. Ça a baissé légèrement, mais le réseau est toujours aussi sécurisé. Donc, la chute du cours, ça n'a aucun rapport avec les fondamentaux de Bitcoin. Les Bitcoiners considèrent que c'est les soldes, le Bitcoin est moins cher, donc ils en achètent plus. C'est aussi simple que ça. En tout cas, moi, c'est ma position. Ok, merci. J'ai deux autres questions. Comment s'établit la parité du Bitcoin avec les monnaies fiduciaires et qui l'établit? Je pense que déjà, la question, tu peux revenir là-dessus. Ouais, je pense que j'y ai répondu. Déjà, il n'y a pas de parité. Donc, c'est juste que le cours du Bitcoin s'exprime dans une monnaie. Donc, tu as le cours en dollars, tu as le cours en euros, tu peux même trouver le cours en francs CFA. Et ce cours-là est déterminé, je le redis encore, par l'offre et la demande. Plus il y a de gens qui veulent acheter du Bitcoin, plus le cours il monte. Plus il y a de gens qui veulent vendre du Bitcoin, plus le cours il baisse. Donc, c'est pas quelqu'un dans son bureau, devant son ordinateur, qui fixe que Bitcoin vaut 10 000 dollars ou Bitcoin vaut 12 000 dollars. C'est le marché qui définit le cours. Et le marché du Bitcoin est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, tout le temps, tu as des gens qui achètent et vendent du Bitcoin et c'est ça qui permet de fixer le cours. Good. Autre question, la fluctuation du Bitcoin est liée au dollar. Quel intérêt de changer? Est-ce qu'il y a un intérêt dans ce cas de basculer dans le Bitcoin pour éviter l'inflation? Ça, c'est une très bonne question aussi. Donc, quand on dit c'est lié au dollar, il y a plusieurs manières de le voir. En fait, la chute de ces derniers mois était corrélée, on va dire, au dollar. Et vraiment, il faut bien comprendre corrélation. La corrélation, c'est pas de la causalité. C'est pas parce que il y a eu les valeurs technologiques qui ont baissé que le cours du Bitcoin a baissé. Non, c'est pas de la causalité, c'est de la corrélation. Donc, ça veut dire que ce soit le Bitcoin ou les actions technologiques ou même le dollar, on réagit de la même manière à, à, à un facteur. Le facteur, c'est baisse de la liquidité sur les marchés et ils ont réagi de la même manière, ils ont chuté. Mais ça, c'est quand on analyse le cours du Bitcoin sur 2 mois ou 3 mois. Si tu dézoomes et que tu prends sur les 5 dernières années ou les 7 dernières années ou même les 10 dernières années, tu verras que
le cours du Bitcoin ne fait qu'augmenter quand la valeur du dollar ou même des autres indices ne fait que baisser ou n'augmente pas autant que Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit qu'en 10 ans, je ne sais pas si j'ai le graphique quelque part ici, durant les 10 dernières années, Bitcoin a surperformé l'or, Bitcoin a surperformé le S&P 500, Bitcoin a surperformé le dollar. Donc oui, quand tu regardes sur ces 2 derniers mois, oui, Bitcoin a chuté comme d'autres valeurs, mais il faut dézoomer en fait. Tu ne te fais pas un avis que sur 2 mois, il faut le faire sur plusieurs années. Et sur plusieurs années, le cours du Bitcoin ne fait qu'augmenter, même quand les autres baissent ou qui sont stables en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je crois. Hein. Je cherche, je pense que j'ai vu une autre question. Ouais. Quelles sont les plateformes officielles d'achat de Bitcoin? De façon pratique, comment faire pour un individu n'ayant jamais utilisé Bitcoin d'en avoir sur une plateforme dédiée? Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs plateformes qui vendent du Bitcoin, hein, et dont beaucoup sont des arnaques et des plateformes qui sont pas sérieuses. Donc, si vous voulez vous intéresser à une, vous pouvez commencer par regarder Binance. C'est une plateforme qui est établie en Afrique, qui est sérieuse par rapport aux autres. Il y a des plateformes locales qui sont en train de se développer. Je pense notamment à Ejara, qui est une plateforme qui a été lancée par une Camerounaise qui est très souvent en Côte d'Ivoire et qui fait partie des gens que je dois interviewer sur mon podcast, qui est très bien aussi, sur lequel vous pouvez acheter du Bitcoin. Mais on pourra en reparler plus en détail la prochaine fois. Mais de tête comme ça, je pourrais vous dire Binance, Coinbase et tout. Mais il y a des bonnes habitudes à avoir. Enfin, on va en parler plus en détail, mais acheter des Bitcoins, ok, mais les Bitcoins ne doivent pas rester sur la plateforme d'échange. C'est pas une très bonne idée, en fait. Et on va développer peut-être ça dans au cours de la prochaine discussion, si ça vous intéresse. Je cherche quelque chose là. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je pense déjà sur le chat. Je regarde sur le groupe WhatsApp rapidement. J'en profite pour vous montrer rapidement un graphique qui est très parlant, hein, de l'inflation. Et j'en parlais là. Figurez-vous qu'en 50 ans, le dollar a perdu 85% de sa valeur. C'est choquant. On s'en rend pas compte, mais l'inflation bouffe lentement, mais sûrement la valeur de la monnaie en fait, et de façon irrémédiable. Il y a 50 ans, en 71, un dollar, là, aujourd'hui, sa valeur, en fait, c'est 0,15. Ça a baissé de 85%. En d'autres termes, si vous regardez le texte, là, ça veut dire que un bien qui coûtait un dollar en 1971, là, aujourd'hui, en mars 2021, enfin l'année dernière, ça valait 6,49 dollars. Ça fait une croissance de 549% en 50 ans. C'est ça le mal, enfin l'inconvénient insidieux de l'inflation. On pense que comme le taux, on dit l'inflation c'est de 2%, c'est de 3% par an, on se dit ouais c'est 3 fois rien. Mais 3% par an tous les ans, je pense qu'en moins de 3%, en moins de 30 ans, ça a perdu la moitié de sa valeur. Et pour éviter d'être exposé à l'inflation, vous verrez que toutes les grosses fortunes, toutes les personnes qui comprennent le game ne gardent pas des dollars. Ces personnes achètent des actifs qui s'apprécient ou gardent leur valeur dans le temps, plutôt que de garder leur compte en dollars. Regardez par exemple toutes les grandes richesses de ce monde.
Quand vous prenez Bill Gates, vous prenez Elon, vous prenez Jeff Bezos, machin et tout, quand on dit qu'ils ont des fortunes de 500 milliards de dollars, sa fortune vaut 300 milliards de dollars, sa fortune vaut 40, 80 milliards de dollars, vous pensez sérieusement que la moitié de cette fortune-là est en dollars sur leur compte bancaire? Même 90% de cette fortune-là. Non, 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 ce n'est pas des dollars dans leur compte bancaire. C'est qu'ils achètent des actifs et c'est la valorisation de ces actifs-là qui font qu'ils sont riches. Elon Musk, ses actifs principalement, ce sont les parts, les actions de ces sociétés. Pareil pour les autres. Donc, toutes les richesses de ce monde se font à travers l'achat et la détention d'actifs qui gardent, dans le pire des cas, sinon prennent de la valeur dans le temps, plutôt que de détenir des dollars sur le compte bancaire. Les dollars, l'argent, la monnaie, ça perd de sa valeur. Il n'y a aucune personne intelligente qui garde de grands montants en espèces ou sur son compte bancaire. Bon, à part ceux qui l'obtiennent de façon très peu recommandée, ou des gens qui n'ont pas forcément compris comment fonctionne le monde de la finance. On est riche de ses actifs, pas de ce qu'on a sur son compte bancaire. J'espère que vous en avez conscience. Donc, les gens cherchent à acheter des actifs qui gardent ou prennent de la valeur. Et à ce titre-là, il y a de l'immobilier. C'est pour ça que les gens détiennent de l'immobilier. Il y a des actions d'entreprises qui performent bien et qui gagnent en valeur. Les gens achètent des œuvres d'art, des tableaux, parce que c'est des éléments qui ne perdent pas leur valeur, comme le dollar, qui s'apprécie dans le temps. Les gens achètent des cryptos, les gens achètent Bitcoin de plus en plus parce qu'ils se rendent compte que statistiquement, ça a montré un historique de 13 années où ça n'a fait que prendre de la valeur en moyenne, même s'il y a des chutes et des retracements, mais c'est quelque chose qui est en train de gagner en adoption et plus c'est adopté, plus le cours il augmente. Et donc les gens en achètent de plus en plus. Les gens achètent de l'or parce que l'or a cette particularité-là de garder sa valeur plus ou moins stable sur l'année. Si vous regardez sur les 10 dernières années, l'or a varié de 1% ou 2%, pas grand-chose. Donc ça garde sa valeur. C'est pour ça qu'on considère l'or comme étant une valeur refuge. Mais quand tu as envie d'avoir un actif qui prend de la valeur, non, c'est pas sur l'or que tu pars sur du S&P 500, tu pars sur des actions, tu pars sur des devises de certains États qui sont bien gérés. Je pense notamment à la Suisse. C'est pas l'euro. L'euro perd de la valeur de façon inéluctable parce que c'est géré bizarrement. Pareil pour le yen ou même le dollar. Hein. Et ce graphique-là, vous pouvez regarder celui de l'euro. Il est pas moins bien que celui du dollar. Parce que ces monnaies-là, ça perd de la valeur principalement parce que la monnaie est imprimée de façon sauvage, entre griffes, par les banques centrales. Et vu qu'ils diluent la quantité de la monnaie en circulation, bah, ce qui se passe, c'est que les biens et services qui sont pricés dans cette monnaie augmentent. Et c'est ça qui justifie, enfin, qui explique l'inflation. En tout cas, merci beaucoup, Prince. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je n'en vois plus d'autres. Donc, je pense qu'on peut sonner la fin de ce beau et intéressant meeting. C'était prévu pour 1h30, on en a fait 2h30. On a quand même toujours des personnes qui sont connectées. Cela signifie qu'elles y ont vu un véritable intérêt. Tu as, je pense, clairement annoncé d'autres sujets dont on pourra parler, comment acquérir donc, des bitcoins, comment sécuriser, parce que comme tu l'as dit, il ne s'agit pas uniquement d'acquérir, mais il faut pouvoir. Et ça sera des éléments dont on pourra parler pour la suite. Et on pourrait voir aussi comment greffer peut-être d'autres sujets également à ce thème-là, quoi. Pour meubler, on dira le temps. Là, on ne t'entend pas, tu parles. Oui, pardon, je disais, tu sais, ce sont des sujets qui sont vastes, hein, l'air de rien. Parler Ouais, d'acquisition et de sécurisation de Bitcoin, je peux passer 2 heures à en parler. d'accord. C'est bon alors. En tout cas, merci beaucoup à tous. L'enregistrement sera disponible. Donc, pour ceux qui en auront besoin, vous pourrez le signaler sur le groupe.
je vous l'enverrai en unicast, donc à vous directement, pour éviter de spammer peut-être le groupe. Et puis, quoi d'autre? On va garder un peu, on va dire qu'on gardera encore le groupe temporaire là, vu qu'il y a d'autres sujets dont on doit parler. Et lorsqu'on sera au bout, voilà, on pourra le révoquer. Merci beaucoup à tous et puis très bon férié pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr et d'ailleurs c'est pareil. Merci à toi, Prince, pour l'opportunité. Merci à tous d'être restés connectés jusqu'à aussi tard.